Salut à toutes et à tous, si vous êtes avec nous, vous êtes en bonne compagnie, vous êtes au bon endroit pour un nouvel épisode de Hoop Culture. Je suis rejoint comme chaque semaine par Pierre Armand Samama. Comment ça va Pierre Armand cette semaine? Eh ben, ça va super bien. On est toujours là, on est toujours présent. On est fin juin, mais on n'en a pas fini avec vous, on n'en a pas fini tout court. Et je suis très content de te retrouver. Exactement, et donc là on est dans une période, alors qu'on pourrait croire un peu creuse, la saison NBA est terminée, la draft vient de se passer, vous avez dû le suivre cette semaine, une draft historique pour les Français, avec 4 Français retenus au premier tour, dont les deux premiers picks en 1 et 2 pour Zachary Rizaché et Alexandre Sarr. Malgré tout, le basket ça s'arrête jamais vraiment totalement, et on s'est dit qu'on allait faire un épisode un petit peu intersaison. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on est fan de NBA et de basket pendant les vacances? Comment est-ce qu'on continue à nourrir sa passion? Est-ce qu'on se dirige sur d'autres sports ou d'autres passions, d'autres kiffs, d'autres hobbies? C'est un petit peu voilà, ce dont on avait envie de parler cette semaine. Pierre Armand, toi, comment ça se passe? On nous a posé la question, tu sais, dans les commentaires sur YouTube après les finales, de savoir si on n'avait pas une espèce de syndrome postpartum, pardon, tu sais, le baby blues une fois que tout est terminé, si on se sentait pas un peu désœuvré. Toi, en tant que fan de basket de longue date, comment tu te sens après le dernier match des finales NBA, une fois qu'on sait qui est champion et que tu sais qu'il va falloir attendre maintenant pour revoir, en tout cas de la NBA, peut-être pas du basket, mais de la NBA, il va falloir attendre un petit peu avant d'en revoir. Je suis comme Kyrie Irving, le jour où il arrivera au bout de la Terre, puisque c'est apparemment, c'est-à-dire un grand vide. Tu ressors les dossiers qui fâchent là, c'est... Non, non, tu sais, mais moi, le vide, il commence à arriver finale de conf, c'est-à-dire dès qu'il n'y a plus de match tous les jours, en fait, ça commence tu commences à avoir l'angoisse qui monte. Les finales, bon, bah, qui ont été ce qu'elles ont été, mais bon, moi, on s'est un peu emmerdé, mais bon, peut-être parce qu'il y avait une équipe très, 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 très forte d'un côté. Et voilà. Heureusement, cette année, on a beaucoup de choses en cours. Bon, toi, Théo, tout ça, c'était très étranger, mais il y a l'Euro de foot, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent derrière, voilà, il y a la préparation de l'équipe de France de basket aussi qui se lance. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Mais c'est vrai que sur le coup, quand le trophée est remis et que sur le League Pass, tu as le logo NBA avec marqué Game has ended, tu as l'impression d'être à la fin de Endgame dans les Avengers, c'est-à-dire t'en as pris plein la gueule, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà. Donc c'est un peu oui, l'appel du vide, comme tu dis. Donc voilà, il faut trouver moyen de s'occuper. Moi, la première chose que j'ai l'habitude de faire souvent l'été, c'est de regarder des vieux matchs, souvent des vieilles finales. Donc, mille fois revu un petit peu, comme quand tu as vu un bon concert, mais que bah, tu vas te réécouter plein de vieux sons derrière. Voilà, donc ça m'arrive de faire ça, mais sinon, l'idée principale est comment ne pas s'emmerder. Et j'essaye de faire un truc chaque année. J'y arrive pas du tout. Et là, je vais essayer de le faire une fois de plus. Essayer de comprendre le système des contrats NBA. Chaque année, je le fais un petit peu comme toi quand tu essayes de faire un problème de maths en te disant cette année, c'est vraiment, cette fois, je m'y mets, quoi, parce que mes enfants, ils vont avoir besoin de moi et tu ne le fais jamais. Donc, tu vois, par exemple, typiquement, le dernier tweet de Shams qui est sorti avant-hier, là, en disant que les Brooklyn Nets ont fait un trade avec les. Ah non, Brooklyn Nets trading 2000, le pick swap 2025 des Suns, 2027 first rounder and swap 2029 and the Houston Rockets for their own 2025 pick swap and 2026 first round for the James Harden trade. Voilà. J'ai juste 2 mois pour essayer de comprendre, que ça vienne tout de suite, pas en me disant attends, un swap, attends, swap. Non mais si je mets une feuille rouge avec le bleu, ça va pas marcher. Voilà. En fait, et j'arrive pas. Et j'admire Antoine notamment pour sa facilité à, à trouver à imaginer des montages. Voilà, le juridique des contrats NBA, c'est quand même quelque chose à la fois de pas si difficile que ça, passionnant parce que ça t'as l'impression d'ouvrir la compréhension du monde en général. Mais c'est vrai que voilà, chaque année, je me dis, tiens, je vais me lancer dans ce truc-là pour essayer de comprendre. Alors, pas les trucs de garantie, pas garantie, ça, on voit bien, mais il y a quand même pas mal de particularités qui peuvent donner quelques clés. Et encore une fois, bravo à Chaya et Antoine d'imaginer des sign and trade en 2 secondes, alors que moi, il me faut à peu près 6 mois pour savoir.
comment ça marche. Non, mais t'as raison, et surtout, effectivement, surtout sur les choix de draft et ce Ouais. genre de choses, là, les échanges de choix de draft, les swaps, tout ça, autant sur les contrats en eux-mêmes, j'arrive à suivre, à me rappeler à peu près qui a quoi comme monnaie d'échange, mais par contre, effectivement, là, sur les picks, c'est le truc, je suis obligé d'aller revérifier précisément, et dans le truc dont tu parlais, notamment, là, comment dire, ce trade futur choix de draft des Nets, heureusement, j'ai entendu une analyse, enfin, j'ai pu me nourrir de l'analyse des autres et comprendre qu'en gros, les Nets avaient engagé le plan super tanking dès Ah oui, c'est maintenant, ça, voilà. en s'assurant de récupérer leur propre choix de draft pour être sûr qu'ils soient hauts et contrôler leur destinée. Donc voilà, je suis pas retourné voir dans le détail tout ce que ça impliquait, mais c'est ce que j'en ai retenu, c'est ça, quoi. Voilà, c'est ça. C'est les 2 ans qui suivent seront des catastrophes si vous êtes fan des Nets, mais à la limite, ne vous demandez même pas, comme nous, qu'est-ce qu'on va faire pendant l'intersaison, mais demandez-vous ce que vous allez faire pendant les 3 ans qui viennent, parce que ça va être compliqué. Mais voilà. Non, non, puis comme tu dis, voilà, on parle de trade, de swap, voilà, l'intersaison, elle est quand même pas mal rythmée, espérons-le, par la free agency, par les transferts qui arrivent. Je pense qu'il va être largement rythmé par ce qui va. Bon, alors, comme d'habitude, on vous le répète et on vous le dit, on enregistre cette émission le jeudi. Donc, je me suis fait allumer. J'avais plein de petits points rouges sur ma tête quand j'ai ouvert ma fenêtre l'autre jour de sniper Carrément, euh, putain, pour dire c'est ouais, moche ça. qu'est-ce que c'est que ces conneries que les Français, au Victor, il fait rien. Il était hier à la Fashion. Ça va, on a enregistré. Il n'avait pas encore fait ça. Il n'était pas. Donc, mea culpa, mais soyez sympa. On enregistre un peu en avance. Donc, à l'heure où on vous parle, le deuxième tour de la draft n'a pas encore eu lieu. Donc, c'est, je pense, le deuxième tour de draft le plus attendu de l'histoire de la NBA pour savoir où va terminer Bronny James s'il termine quelque part. Et du coup, est-ce que ça va nous exciter sur où va finir le père. Donc, voilà, il va y avoir plein de trucs comme ça. Et je voulais te féliciter. Je termine mon long tunnel, Théo, pour ton analyse de l'arrivée de JJ Redick aux Lakers où Shai disait qu'il avait trouvé très marrant le fait de dire bon bah c'est bon je sais je suis un jeune coach j'ai jamais rien fait en NBA je suis au courant non vous êtes au courant les gars que j'ai jamais rien fait en NBA et toi qui as dit tout de suite mais le mec vient de se lâcher sa propre malédiction ça va être le même le plus partagé au bout de 10 matchs dès que les Lakers vont perdre donc bravo pour ça en effet c'était la meilleure analyse qui soit. Merci à JJ Redick de me donner tort, mais je garantis il suffira d'un mauvais match pour que, pour que ça sorte direct. Je suis pas homme à parier, mais là, je peux prendre les paris, il n'y a pas de problème. Et pour tous les coachs débutants des 100 prochains siècles, hein, ça va être ça. C'est clair. Non, ce qui est marrant sur la free agency, tu vois, ce dont tu parles, c'est que parfois, en fait, on a l'impression même que ces périodes où il n'y a pas de match, ou ce qui concerne pas directement les matchs, intéresse même plus potentiellement les assidus de basket que les matchs en eux-mêmes. Et nous, par exemple, on le voit avec Basket Session, souvent la free agency, c'est là où on fait où les audiences grimpent, et j'ai l'impression que c'est vraiment un mouvement qu'on retrouve partout, où finalement, ce dont tu parlais, le montant des salaires, les signatures, les échanges potentiels, ça fait parfois même plus fantasmer les gens parce que tu es sur le domaine un petit peu de la projection du fantasme que ce qui peut se passer durant les matchs, voire même parfois pendant les playoffs eux-mêmes. Bah, c'est ça. Les gens adorent faire des pronostics et c'est vrai que d'un coup, l'arrivée l'année dernière de Bradley Beal, là, un gros move qui pourrait être fait cet été, et d'un coup, les rapports de force peuvent changer. Là, je vois, bon, c'était le premier qui est tombé, le Michael Bridges. Ça fait 3 jours qu'on parle de ça. Est-ce que New York, contender, pas contender, ça change tout. C'est ça qui est marrant aussi. Tu sais, ce fameux. Ils ont changé de nom, ils s'appellent No Dunks maintenant, mais tu sais, The Starters avant sur NBA TV, le podcast qu'il y avait tous les matins avec J. Skits et toute sa bande, qui jouait au jeu en début de saison. It's just one game, but. Et tu vois, au bout de 2-3 journées, avec un truc plein de mauvaise foi, genre, comme d'habitude, les New-Yorkais, tu vois, ils ont gagné une fois, mais c'est they're gonna be NBA champions, tu vois. Et donc, la free agency, elle est marrante pour ça, parce que elle est pleine d'espoir pour les fans, plein de désespoir pour d'autres. Et généralement, c'est le meilleur moyen de. Nous, on va commencer à sortir des trucs, on va se planter royalement, qu'on va nous ressortir dans 8 ou 10 mois en disant, ouais, bien vu, le coup de
finale de conf pour un tel alors qu'il n'aura pas passé un tour de playoff, tu vois. Donc ce sera assez, c'est toujours marrant de voir ça parce que c'est ce qui nous excite aussi, cette incertitude. Et là, tout est en présence. Je pense qu'on a tout analysé, on a tout donné pour voir chaque équipe, ce qu'elle est arrivée jusqu'au final NBA. Et là, on en est qu'on repart à zéro. Et du coup, comment ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Donc oui, c'est très excitant. T'as raison. Ouais, non, mais t'as raison. Et puis, ça va bientôt être la période aussi de la Summer League. Donc là aussi, on va pouvoir voir les jeunes qui jouent. Et puis, c'est aussi le moment où on s'enflamme parce qu'on se dit, ah, il est en train de cartonner et tout. Mais en face, en fait, la compétition a rien à voir avec, bien sûr, ce qui va se passer pendant la saison. Donc, un gars, tu dis, il est en train de cartonner. Derrière, il se fait enfermer au bout du banc. Même, on l'a vu l'été dernier. C'est avec, c'est quoi? C'est Whitmore. Ouais, Whitmore, c'est ça, le Ouais, rookie je des crois, ouais, Rockets, c'est ça. avec qui finit MVP de la Summer League, si je me trompe pas. Bon, après, il s'est blessé en partie, mais qui a pas eu tant que ça l'occasion de briller. Et puis il y a aussi le moment que j'adore, moi, c'est là, il est un petit peu tôt. Faut attendre début août, fin juillet, début août, quand les premières vidéos de mecs qui s'entraînent commencent à sortir sur les réseaux, avec tu sais, les vidéos Avec Ben montées Simmons par à 3 points. voilà, Ben Simmons qui revient, qui est soit à la muscu, soit en train de prendre des tirs à 3 points dans des pick-up games. T'arrives pas à voir si c'est en bas de chez toi ou si c'est si c'est dans une salle à New York. T'es pas sûr comment dire, des gens contre qui ils jouent. Et puis t'as ces trucs où t'as l'impression que c'est vraiment filmé un petit peu comme ça. Ouais, bah, il y avait quelqu'un qui a filmé l'entraînement. En fait, il doit avoir une équipe de films, tu sais, qui est aussi balèze que pour un film de James Cameron avec le mec qui prend le son, attends, refais-le, etc. T'as 15 coachs personnels qui vont faire des exercices pas possibles. Genre, comment tu fais pour prendre un step back à 3 points sous une pluie de grêlon, des choses qui n'ont aucun sens. Mais c'est toujours assez marrant parce qu'en fait, on peut pas s'empêcher d'essayer d'en tirer un petit peu des leçons. Ah ouais, lui, il a l'air quand même de s'être bien remis en forme. Ou t'es les 2 semaines, tu sais, où Luka Doncic a arrêté de fumer des chichas et de reprendre 2 fois des frites le midi. Tu te dis, il a l'air en forme cette année, je pense que ça va être la bonne. Donc ça, j'ai hâte d'avance de voir toutes ces petites vidéos sortir. Puis surtout voir tous les moves de dance de Nikola Jokic pendant l'été qui vient. C'est le meilleur Bah d'entre oui, nous. évidemment, évidemment, là, de voir la souplesse sur le dance floor de Nikola Jokic, ça reste quelque chose de formidable. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et puis, de toute façon, c'est tout le temps. Regarde, là, on a vu, je parlais de la famille James, ils étaient tous les trois à jouer ensemble à la folie. Regardez, l'autre, il a mis 3 shoots à 3 points dans le corner d'affilée. On ne sait pas combien de fois ils ont tourné le truc. Voilà, tout est un peu biaisé, c'est certain. Par contre, l'autre jour, il y a une vidéo qui a tourné. Je crois que c'est D'Angelo Russell qui jouait avec des gars d'université, où il avait un bonnet sur la tête. Ouais. Je sais pas si tu sais, cette fameuse histoire de Brian Scalabrine contre des joueurs amateurs. Mais même là, tu vois, mais la différence de niveau mais abyssale entre un D'Angelo Russell et ce qu'il lâchait comme passe, la vision du jeu, la rapidité avec laquelle ça va. C'est un truc qui me fascine en permanence, quoi, de voir ces trucs-là. Non, t'as raison, et c'était d'autant plus marrant parce que moi aussi, j'ai bien aimé cette vidéo-là, et en fait, on l'oublie complètement maintenant, mais ce qui faisait sa spécificité à sa sortie de la fac, c'est que justement, qu'on disait, c'est un playmaker hors norme, avec un sens de la passe incroyable. Et là, c'est C'était ce qu'on pas voit. forcément un scoreur, ni un... et à l'époque, il bouvait pas du tout le ballon en attaque, et c'est quelque chose qui, malheureusement, s'est perdu, en fait, dans ce qu'il fait aujourd'hui en NBA. Euh, il a ce rôle de meneur-scoreur, mais qui est voilà, je pense qu'il est vraiment limité dans ce rôle-là, en fait. Il n'a pas la capacité, en tout cas, il n'a pas montré en playoff à vraiment pouvoir peser comme ça dans ce rôle-là. Et je trouve ça vraiment dommage, finalement, qu'il n'ait pas pu plus exploiter tout ce pan de son arsenal qui était sa force principale au début. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est une élégance, enfin un félin, quoi. C'était vraiment, vraiment beau à voir. Et c'est vrai qu'on s'attache toujours à ces gars-là qui sont en galère, qu'on va s'amuser à défoncer au mois d'avril encore l'année prochaine. Mais voilà. Non, mais en effet, la free agency, le fait de voir comment les uns vont se renforcer, comment les autres vont se renforcer, les rumeurs, voilà, c'est le meilleur truc du monde. Les rumeurs. Est-ce qu'on va avoir Paul George aux Warriors? Est-ce qu'on va avoir KD Atlanta? Des trucs comme ça. Tout ça me régale. Et puis, avant la draft aussi, ce qui me fascine toujours, quand même,
ces spécialistes de la draft Ah ouais. qui se découvrent sur le tard, en fait. Genre, 2 jours, une semaine avant la draft, tout le monde est un spécialiste, alors que personne n'a suivi de près ou ils sont peu à avoir suivi de près. Et c'est vrai que, alors moi le premier, hein, surtout depuis qu'il y a de plus en plus de one and done, alors je suis ce qui se passe dans le basket universitaire, mais je peux pas dire du tout que je sois un spécialiste voilà, des prospects universitaires, à l'exception peut-être de quelques-uns que j'ai suivis pendant la saison, mais je suis pas du tout, voilà, pas du tout un expert là-dessus. Mais du coup, là où je me rends le plus compte, c'est quand même dans la manière dont sont évalués les joueurs étrangers, donc les Européens notamment. Et alors nous, c'est super. Zachary Rizaché premier, Alexandre Sarr deuxième. Voilà, quand t'es français, t'es content de voir ça, même si ça va mettre énormément de pression sur leurs épaules. Mais j'entendais encore des choses, notamment au sujet de Zachary Rizaché, la manière dont sa saison était évaluée. Où je me dis, mais les gens, ils ont toujours pas compris en fait la différence de niveau. euh, qu'il y a entre un mec qui joue les playoffs du championnat de France et qui va jusqu'en finale de l'Eurocup et un mec qui a joué en universitaire. Ils se rendent pas compte, c'est pas la même. Enfin, t'as beaucoup plus de garanties sur le réel niveau de quelqu'un qui a joué un championnat comme ça, un championnat d'Europe, ou un championnat européen comme la Betclic Elite, que un mec qui a joué en universitaire où les règles sont pas du tout les mêmes. Alors, les règles FIBA sont pas les mêmes qu'en NBA, mais l'horloge c'est la même, c'est 24 secondes. C'est quand même, je pense que c'est un meilleur prisme pour évaluer le talent ou le potentiel d'un joueur que le championnat universitaire. Et je trouve qu'il y a encore des absurdités que j'entendais dire au sujet de Zachary Rizaché, notamment de la part de Bill Simmons, alors qui est quelqu'un que j'apprécie. Le mec est vraiment intéressant. Son livre Big Book pardon, of Basketball est vraiment, je l'avais trouvé top à l'époque. C'est quelqu'un qui est intéressant, mais déjà à l'époque, il y a 20 ans, quand il faisait ses live draft pardon, qui était à mourir de rire, où il commentait la draft en direct en notant les anecdotes que lui, ce qu'il faisait marrer, ce que lui racontait son père, il appelait son pote à la mi-temps, enfin pas à la mi-temps mais en cours de route, etc. Mais il y avait déjà un côté biaisé sur les Européens où ils se moquaient systématiquement de leur nom de famille, tu sais, genre ils se prenaient même pas la tête à essayer de l'écrire correctement, comme si c'était impensable d'essayer de rajouter une syllabe à un nom qui semblait étranger, et puis la manière dont ils percevaient ça. Et je me dis, mais 20 ans plus tard, finalement, il s'est toujours pas défait de cette espèce de préjugé. Je trouve ça fatigant, quoi. Je crois qu'ils comprennent. En fait, on a l'impression qu'ils comprennent pas que quoi qu'il arrive, même s'ils ont joué ou le championnat de France ou l'Eurocup, quoi que ce soit, c'est des professionnels. C'est-à-dire, c'est leur métier. C'est au jour le jour. Ils ne font que ça. Bon, alors après, les cours pour les universitaires américains à Duke et tout, j'attends de voir comment ça se passe. Mais c'est des gars voilà, c'est leur métier. Depuis qu'ils sont et depuis un moment déjà. C'est pas du tout la peur que ça s'arrête du jour au lendemain, etc. Eux, voilà, c'est leur taf avec un staff médical, avec une manière de se préparer qui est totalement différente des universitaires américains. Alors, oui, certes, le système universitaire américain propose des joueurs qui sont peut-être plus NBA ready que les joueurs européens, ça c'est une certitude. Mais moi, si tu taffes en Europe, tu tafferas aussi bien. Et en plus, c'est pas faute de l'avoir prouvé, quoi. Et de continuer à le prouver en permanence. Ouais, et ce qu'ils comprennent pas non plus, c'est que nous, c'est pas des ligues fermées en fait. C'est-à-dire qu'un club comme Bourg, pardon, il donne sa chance. Alors oui et non, parce qu'il profite du talent de Zachary Rizaché, mais il peut pas se permettre non plus d'axer tout son jeu autour de Zachary Rizaché pour montrer tout ce dont il est capable Bien sûr. dans l'organisation du jeu. Tu as le principe des montées et des descentes, tu veux aller loin en playoff, il y a tous les impératifs économiques qui vont autour. C'est pour ça que l'expérience avec Victor Wembanyama à Levallois était hors norme, parce qu'en fait, déjà, tu as le talent qui est hors norme, le mec est littéralement hors norme sur son physique, et le fait que tout le jeu et même le recrutement a été fait pour tirer le maximum de ses capacités et pour que les joueurs soient complémentaires de lui. Tu regardes les autres équipes, c'est jamais ça, hein. Pour des prospects de cet âge-là, même Luka Doncic au Real Madrid, l'équipe n'a pas été construite autour de lui. Et il se trouve que c'était un joueur extraordinaire, mais le reste l'équipe avait pas été construite autour de lui. Et donc ça, je pense que certains observateurs américains, alors pas tous bien entendu, hein, là je reste un petit peu sur le cas de Bill Simmons, ils arrivent pas à capter, quoi, ils n'arrivent pas à percuter ce truc-là. Je pense qu'il faudrait vraiment faire une sorte de Coupe du Monde des clubs, tu vois. Vraiment organiser ça je sais pas, oui, tous les 4 ans. Où le champion, ouais, le champion NBA rencontre une sorte de Ligue des champions, quoi. Et bon, alors il n'y a pas le temps, c'est trop compliqué, c'est trop loin, etc. Mais tant que. Enfin, il y a plus maintenant les Open McDonald's comme il y avait avant, parce Ouais. qu'on a senti que ça commençait à se resserrer le truc et que je pense que la NBA n'a pas envie de prendre une dérouillée
en envoyant une équipe genre les Nets et se faire exploser par Monaco, tu vois. Mais ouais, je sais pas ce qu'il leur faut. Je sais pas. Ils sont toujours surpris là. Ah bon, deux Français, c'est curieux. Ouais, bon. Après, sur les clubs, c'est vrai que je pense que les équipes NBA elles sont au-dessus. C'est pas tant ça la Bien question, mais c'est sûr. vraiment pour évaluer les jeunes prospects, en fait. Et si tu as 19 ans, je sais plus quel âge précisément à Zachary Rizaché, mais si tu as 19 ans que tu joues dans un des meilleurs championnats d'Europe, enfin, voilà, parmi les championnats européens, dans une ligue, et que tu vas loin dans cette ligue, et qu'en plus tu performes, ou tu es dans une équipe qui performe dans une des Coupes d'Europe, Euroleague bien entendu, mais même l'Eurocup, ça a plus de sens que si tu as fini premier de la division Pac-10 ou j'en sais rien en fait, tu vois, et que c'est pas du tout la même chose en fait. Non, non, ça a rien à voir, parce que là, il y a un confort qui était chez toi, enfin, c'est un système que tu connais, chose que tu connais, mais bon, après, le système de formation US, il est ce qu'il est, hein, le sport est un ascenseur social gigantesque pour ces gamins-là, où c'est du do or die, donc c'est difficile. Après, comme tu dis, la Coupe du Monde des clubs, je dis pas que ça montrerait que les clubs NBA sont moins bons que les clubs européens, loin de là. La dimension athlétique est tellement folle aux États-Unis, mais de voir que c'est. Enfin, je sais pas ce qu'il faut pour que les Américains comprennent l'importance de l'Euroleague, par exemple, et que, bah ouais, oui, remarque, si, enfin, j'aurais cru qu'il comprendrait avec Luka Doncic, tu vois, Hmm. qui montre, qui a dit c'est plus facile de scorer là et qui montre que oui, c'est plus facile de scorer là. Alors bon, après, c'est des problèmes dans la défense, mais c'est oui, que cette compétition-là, c'est pas n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'aussi, il faut être honnête qu'on a vu des joueurs performer en Euroleague, être MVP d'Euroleague, etc., et ne pas arriver à s'imposer ou à montrer l'étendue de leur talent. Hein. On parlait de Nando, par exemple, de gens comme ça, tu vois, ou un système, quand je dis système, c'est pas système de jeu, mais un environnement réussit mieux à droite qu'à gauche. Quoi. C'est vraiment. Je trouve que malgré le resserrement de la chose, c'est deux mondes encore totalement, mais pas hermétiques l'un à l'autre parce que les portes sont ouvertes, mais qui sont totalement différents dans la manière d'imaginer, de penser l'athlète et de voir la structure. Quoi. Ouais, c'est des choses différentes, c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment ça. Mais bon, j'ai été étonné, enfin, ça m'a marqué parce que je me disais, bon, je pensais qu'on avait passé un peu ce cap-là, en fait. Tu vois, que, quand Je suis même, d'accord. on avait un peu dépassé tout ça, mais bon, il y a encore du boulot à faire de ce côté-là. L'intersaison, c'est aussi le moyen de se dire c'est l'heure des soldes et on va s'acheter sa paire de chaussures pour l'année d'après. Sachant que 9 fois et demi sur 10, mettons-nous d'accord et dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires, la paire qu'on a utilisée toute l'année, elle est encore absolument nickel. C'est vraiment, à moins que vous l'ayez porté dehors et tout, si vous l'avez porté qu'en gymnase, à moins que vous soyez des furieux du crossover et que vous l'avez fumé, je ne sais pas comment, arrêtez de nous faire croire chaque année. Ah, ça, c'est ce qu'on essaye d'expliquer à nos femmes. Non, mais il faut que je change. Faut que je change. Et en fait, la paire, tu te rends compte que tu sais, genre 2-3 ans après, tu la sors et tu dis ah, c'est abusé, quoi, elle est neuve, quoi. Bon, d'accord. Donc voilà, donc c'est ça, c'est toujours le. Mais malgré ça, c'est le moment un peu excitant où on s'achète, on prend son nouveau petit cartable, on fait sa petite trousse et on s'achète ces nouvelles affaires pour la saison à venir. Antoine Pimel et toute la rédaction de Rivers le racontent super bien dans Une saison en enfer. Cette petite excitation. Alors, je ne sais pas si toi c'est pareil, Théo, ou si tu joues avec la même paire depuis 1999. Mais toi, je t'imagine bien dire ça, c'est ma paire, elle est confortable, je la garde longtemps. Ben, en fait, moi, je les use quand même relativement vite, même à mon grand âge, là. Elles me font difficilement plus d'une saison, une saison et demie. Et après, Ouais. après, je m'en sers dehors, quoi. Mais par contre, Ah, t'en sers dehors, voilà. après, je m'en sers dehors. Quand je Ouais. commence à être fatigué, Voilà. je m'en sers pour jouer dehors. Mais ouais, j'ai un aveu à te faire, c'est qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que depuis maintenant 4 5 ans, je pense, je joue avec les chaussures signature d'un des joueurs que j'aime le moins, en fait, même un des joueurs NBA que j'ai le moins aimé voir jouer, c'est je joue avec des James Harden et je dois reconnaître que je les trouve super confortables, quoi. Alors j'ai eu plusieurs modèles, mais Chaque année, ouais, c'est-à-dire chaque année, pour toi, c'est une valeur sûre.
Ben, quasiment en fait. Du moins, j'ai jamais été déçu. Celles que j'ai cette année, elles sont quand même moins bien que celles que j'ai eues précédemment. Je suis incapable de te ressortir les noms des modèles, bien sûr, parce que je suis une tanche là-dessus. Mais oui, j'avais récupéré la première paire un peu par hasard parce que voilà, j'avais eu l'opportunité d'emporter. Je les ai trouvées hyper confortables, ce qui m'avait encouragé à en tester une autre. Et globalement, ouais, je les trouve très confortables ces chaussures, alors que je peux pas encadrer le joueur du tout, mais ouais, ça, j'aurais jamais cru, tu vois. Par le passé, j'avais le côté un petit peu Nike Head ancré en moi. Et finalement, là, pour mes chaussures de basket, pour jouer, là, depuis plusieurs années, je joue en Adidas et je regrette pas. Dites-nous dans les commentaires avec quoi vous avez joué cette année, ce que vous allez essayer d'attraper et surtout si ça vous pose problème un peu de jouer, parce que c'est une question intéressante que tu poses, de jouer avec les chaussures d'un némésis, quoi, d'un joueur que vraiment tu peux pas supporter, mais de le porter au pied, ouais, ça c'est un débat que seul nous, je pense, basketteurs avons, hein, C'est- finalement. Non, mais par contre, je reconnais qu'il y avait eu un cadre. Vraiment, c'était confortable parce que ça m'a posé un petit. Pas un cas de conscience, mais je me suis dit, putain, quand même, il est chiant son jeu et tout. J'aime pas le voir jouer et tout. Mais je me suis dit, ouais, vas-y, c'est pas Tu lui as payé un café, grave. Exactement. voilà, il t'en remercie, j'imagine. Oui, c'est une des. Au passage, c'est une des interviews les plus catastrophiques que j'ai eu l'occasion de faire. Avec James Harden. J'ai rarement ramé autant. C'était dans des circonstances assez rudes. C'était pas un grand moment non plus. Moi, allez, je vais te poser des petites questions là. Je me suis dit que j'allais un peu te mettre à l'épreuve là, parce que tu prends toujours les questions des autres, mais il va falloir que tu Ça y poses les est. questions des autres. J'ai pas Toi- révisé, monsieur. Vous aviez pas annoncé là dans le cahier de texte. Il y avait rien de Rien du marqué. tout, Je rien savais du pas qu'il y tout. avait un Alors, terreau là. si Philippe a 4 litres de... Non, je rigole. Et qu'il donne 2 kilos de... Euh, je vais te poser une question parce qu'on se pose plein de questions à la con, faut être honnête, pendant l'été, pour s'occuper. Et donc, je vais t'occuper l'esprit. Quelle est l'équipe pour toi la plus probante entre le Thunder de 2012, c'est-à-dire le Big Three de 2012, Harden, Durant et Westbrook, auquel tu rajoutes Shaq, le Big Three de 2013-18, Bosh, Wade, James, auquel tu rajoutes Jokic, ou les Splash Brothers, c'est-à-dire les plus de Draymond Green, le Big Three des Warriors, c'est-à-dire Steph, Clay et Draymond Green, plus Embiid. Série en, Wow, c'est une bonne question ça. série en 7. C'est le Shaq de quand en 2012 que tu rajoutes? On part du principe que c'est pas le Shaq de 2012. On part du principe que c'est le Shaq, C'est Prime Shaq. c'est le Prime Shaq? Prime Shaq, Prime Jokic, bon là on y est, et Prime Embiid, c'est-à-dire l'an Ah, dernier, quoi. c'est une super Au bonne début question. C'est vraiment une super bonne question. Euh, j'ai du mal. En fait, j'hésite entre OKC et Miami parce que attends, je t'embête, hein, mais comme tu me poses une question dure, faut que je sache. On imagine qu'il joue maintenant ou qu'il joue à l'époque. C'est-à-dire que il joue en 2012, tu vois, il joue à chacun quand? dans son prime, c'est-à-dire si tu prends, c'est comme si tu prenais Touquet et tu mets le Heat de 2013, le Thunder de 2012 les Warriors 2016, Ouais. Et tu, d'accord? tu les, tu les fais jouer en 2024-2025 ou tu les fais jouer à l'année dont tu me parles? Peu importe, en tout cas, c'est cette Je équipe, suis hyper relou. c'est cette Casse-couille de équipe-là. fou. Ok. Démerde-toi, c'est chiant. Ouais, vas-y. Non, vas-y, allez, je vais prendre le Thunder. Tu prends Parce le qu'en Thunder. fait, ouais, je pense que les gens ont déjà oublié, mais ce qu'était Prime Shack, et je pense qu'il n'y a toujours pas vraiment de réponse. Et donc avec le KD de l'époque et Westbrook en train de grimper et James Harden qui sort du banc, en gros tu remplaces Kendrick Perkins par Shaquille O'Neal. Donc en gros c'est ça. Donc ouais, je prendrais ce OKC. Ouais. Ok, bah, c'est Toi, intéressant. et t'aurais pris qui toi? Je pense que je sais pas. Je sais pas. La dimension athlétique folle du 8 en 2013, je pense que les gens Hmm. l'ont oublié. Si en plus tu mets une dimension technique et de Jokic, ouais, moi je pense que c'est parce que lui en plus, c'était pas une équipe qui shootait beaucoup à 3 points. Il y avait Miller à la limite qui artillait, bon, Ray Allen aussi. Ouais.
Real Madrid, mais c'était pas une équipe qui shootait tant que ça à 3 points. Si en plus tu as une force intérieure qui est derrière et qui peut enquiller à 3 points et tout, je pense que c'est difficilement jouable. Le seul truc qui me gêne avec OKC, c'est que comme tu dis, tu remplaces Perkins par Shaq, mais Perkins il touchait 4 ballons par match et il n'y a qu'un ballon et que je vois pas comment il partage la gonfle avec Westbrook, KD et je sais pas. Après, ils sont bien arrivés à le faire avec Kobe, mais à quel prix, il faut voir. Mais voilà, c'est ça. Avec Shaq, c'est toujours une histoire de partage, en fait. Parce que lui, quand il dit sous son prime, il n'y avait pas moyen à ce que ce soit pas lui la première option, quoi. Mais ça reste la meilleure option, hein. Honnêtement. Bah, évidemment. Prime Shaq, ça reste toujours la meilleure option. Non, mais c'est une bonne question. Ce qui m'a fait hésiter, parce que j'hésitais avec Miami, c'était plus sur le fit Chris Bosh-Jokic, comme les deux sont censés étirer un peu le jeu. Euh, Instantanément, je voyais moins le truc, mais après, avec des joueurs de ce talent-là, moi je suis d'avis que de toute façon, les très grands talents trouvent toujours les solutions par eux-mêmes, finalement, trouvent le moyen de jouer ensemble. S'ils ont envie de jouer ensemble, ils trouvent le moyen de jouer ensemble. Mais c'est une très très bonne question, ça. Je l'avais pas vu venir, hein, Pierre. J'en ai une autre pour toi. Coup de Trafalgar. Qui a été posée par Bleacher Report. Alors, c'est pas une question. C'est une affirmation d'un internaute qui disait que ton meneur favori, dans tous les cas, n'aura jamais aucune chance contre Derrick Rose. Et je voulais savoir ce que tu pensais de cette affirmation. C'est une Quand bonne on dit, question. quand on dit, quand on Je suis dit, pas d'accord, mais vas-y. alors, favori de point guard today. Hein. Mon meneur time. préféré d'aujourd'hui, vraiment pas. Voilà, Ok, je ne mon parle meneur pas préféré all time. aujourd'hui. Faut que je réfléchisse déjà. Ah, je dis pas, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein, Ouais. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Qui est mon meneur préféré aujourd'hui? Moi, je prendrais quand même Stephen Curry, je pense. Oui, ouais, c'est lui ou Doncic, tu penses, sur le poste de meneur. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, ça va sembler dur parce que j'ai adoré Derrick Rose, hein, et j'ai adoré cette équipe des Bulls. Vraiment, elle m'a fait vibrer pour le coup, cette équipe des Bulls avec Rose en pleine possession de ses moyens, Lou Holden, Kirk Heinrich, Dukes, toute la clique. Mais malgré tout, je peux pas m'empêcher de me dire que son titre de MVP, je prends des pincettes, hein. Je dis pas qu'il est pas usurpé, il est mérité, mais je pense quand même qu'il a bénéficié du bad buzz énorme qu'il y a eu autour de LeBron après qu'il ait choisi Miami. Parce que, avec le recul, si on retourne regarder d'un petit peu près les stats de LeBron de cette première saison avec Miami, même s'ils vont pas gagner le titre, je pense quand même que c'était le meilleur joueur de la ligue, honnêtement. Après, ce qu'a fait Chicago était admirable, hein. Ce qu'a fait Derrick Rose, c'était incroyable, surtout à son jeune âge. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même ça qui était un peu trompeur. Les gens, ils ont oublié le début de LeBron à Miami parce qu'il y avait il y avait cette fameuse histoire. Mais quand tu dis valuable, l'impact qu'il met à Miami, parce que je crois que c'est cette année-là où il foire le début de saison et d'un coup, ils partent sur une série de victoires je sais plus, on en parle pour battre les 33 victoires d'affilée, je crois. Ils sont pas loin. Hein. Je crois que c'est pas la première saison, mais effectivement, C'est pas la première saison, je sais plus non, si c'était la première ou la deuxième. je crois pas, parce que je crois que c'est la deuxième, il me semble. Mais c'est le moment où vraiment ils se mettent à jouer small ball et où Eric Spoelstra arrive à convaincre LeBron de jouer 4. C'est là qu'ils sont injouables. Mais par contre, c'est le scénario que tu décris, c'est-à-dire qu'il commence un peu doucement. LeBron essaye en gros de faire virer Spoelstra. Pat Riley lui dit retourne sur le terrain, laisse-moi m'occuper du reste. Et derrière, il décolle et finalement ils vont jusqu'en finale NBA. Bon voilà, là par contre il est passé complètement à côté de ses finales, LeBron. Mais ouais, alors bon, c'est pas une réponse complète par rapport à ce que tu me poses comme question. Ouais, je sais pas. J'ai adoré Derrick Rose, vraiment, mais j'ai du mal à évaluer son. Ouais, je sais pas. Non, je partage pas tout à fait l'avis de ce lecteur du Bleacher Report. Et toi, Ouais, qu'est-ce que t'en penses, toi? ouais, je suis d'accord. C'est difficile. Rose, en plus, c'était des. Enfin, tu vois, c'est comme Steph Curry. Enfin, ça dépend la manière dont tu vois le poste de meneur aujourd'hui. Soit tu le vois d'une manière très euh, rigoureuse, on va dire scolaire, européenne, c'est-à-dire comme un Chris Paul ou un type qui dicte un tempo, qui va faire tourner, enfin voilà, qui met en place le jeu. Soit un type comme Steph qui va marquer 30 points par match. Donc, est-ce qu'on dicte vraiment le jeu quand le jeu est dicté pour toi? Donc, c'est toujours ce débat un petit peu sans fin. Mais ouais, c'était enthousiasmant en fait, dit Rose, je pense.
ce gamin à fleur de peau. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire, le gars. C'est au niveau de l'aura, il n'y a pas un gars aujourd'hui. On parle de Shea, tout ça, que j'aime beaucoup, mais qui ont pas la même aura que des Roses, qui pourtant en avaient dans l'absolu aucune et qui n'avaient aucune envie de l'avoir, cette aura-là, ou d'avoir la lumière. Mais ouais, je pense que si c'est sur ce point-là, il y a, sur sa popularité, sur les ventes de maillots et tout, parce qu'il fallait voir, enfin, rappelle-toi, les maillots de Chicago, on n'en voyait plus beaucoup hein, à l'époque. Hein, mais, Bah, non, non, c'est clair. le numéro 1. Mm. Non, et puis il y avait le frisson, quoi, parce que ça allait tellement vite, c'était tellement explosif que. Enfin, tu sais, c'est un petit peu comme. Ouais. Limite, t'étais obligé de repasser, enfin, de rembobiner, de retourner en arrière pour être sûr d'avoir. T'assurer que t'avais bien vu ce que tu pensais avoir vu, quoi. Ça allait tellement vite. Enfin, moi, on en a déjà parlé, mais c'est son dunk sur Dragic, là, mais c'est un des trucs les plus incroyables que j'ai vu de ma vie, quoi. Ça n'existe pas, un mec Oui, de oui. cette taille-là aussi explosif. Enfin, c'était absurde. Et je pense qu'il y avait le côté aussi, pour le coup, il y avait le côté Chicago quand même. Voilà, c'était un mec de Chicago avec ce maillot qui, qu'on le veuille ou non, est iconique. Et puis l'état d'esprit de l'équipe derrière. Euh, alors, il a fait beaucoup pour que cette équipe soit kiffante, mais à l'inverse, je pense que cet état d'esprit, ce qu'on voit un petit peu avec New York au bout du compte cette année, quelque part, avec, tu vois, le côté des équipes de Thibodeau qui jouent dur les uns pour les autres. Alors, chaque fois, dans le sport américain, ils en font beaucoup avec ce côté, ouais, l'équipe, c'est une famille et tout, alors que c'est du sport business où les gens arrêtent pas de se tirer dans le dos. Mais pour le coup, dans cette équipe, tu avais vraiment ce sentiment. Et quand tu entends encore aujourd'hui parler d'Eric Rose ou Luol Deng ou Joachim Noah même, t'as le sentiment ça avait un vrai sens quand même, c'était pas que des paroles en l'air, et il y avait tout ça, quoi, je pense, qui a contribué à faire d'Eric Rose l'icône qu'il a été, et qu'il est encore maintenant. C'était impressionnant, tu sais, je me rappelle plus quand c'était précisément, mais ce match là avec les Timberwolves où il met plus de 40 points là, et il est en larmes après, tu Ouais, mais sens 50 points, 50 points. 50 points, 50 Ah exactement, ouais, plus de c'était 50. c'était déchirant. Ouais. Et ça faisait, enfin, tout le monde a kiffé, quoi. Moi, le premier, même si c'était pour les Wolves, où tu dis, mais à quoi sert cette équipe à ce moment-là? Enfin, tu vois, ça faisait plaisir, quoi. C'est vraiment un mec étonnant parce que, comme tu l'as dit, taiseux, limite, enfin, replié sur lui-même, et pourtant qui a fasciné, ouais, la planète entière, quoi. Et on retire son maillot à Chicago. Ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense Je aussi. pense après. Je pense pour l'impact qu'il a eu sur la ville. Parce que même chose, je sais pas si tu as vu cette vidéo à l'époque de Jabari Parker quand il était encore à Milwaukee, où un journaliste lui pose une question du genre est-ce que. Je sais plus comment elle est formulée exactement, mais en gros, il parle de Derrick Rose et il sous-entend que Derrick Rose a chuté en fait. Et c'est assez marquant de voir comment Jabari Parker dit non, mais je t'arrête tout de suite. Derrick Rose, il peut pas chuter. C'est une icône. Peu importe si demain il peut mettre 0 point ou il pourra jamais chuter. C'est une icône de Chicago. Et je pense on mesure pas au-delà du club des Bulls pour la ville de Chicago, en fait, vraiment l'impact qu'il a pu avoir et la figure emblématique qu'il continue d'être aujourd'hui. Mais c'est une bonne question. Je serais curieux de voir ce que Chicago fera quand il prendra officiellement sa retraite. Pourtant, il n'est pas champion. Il n'a pas il a pas été près de l'être, dans le sens, il n'y a pas de finale. Il est MVP. Il a des highlights, en veux-tu, en voilà. Est-ce que pour toi, tu le mets sur le même point que Timac, qui lui aussi a été bouffé par ses propres blessures ouais, enfin, en pleine gloire, quoi. Donc, est-ce que pour toi, du coup, ça voudrait dire, est-ce que Timac, on enlève le 1 C'est dur, hein. Timac, en fait, limite, je trouve que. Alors, ça va peut-être vous choquer ou je comprends qu'on soit pas d'accord. Limite, j'ai l'impression que Timac est plus proche de mériter une place au Hall of Fame que d'avoir son numéro retiré. Et Derrick Rose est plus proche de mériter d'avoir son maillot retiré à Chicago que d'avoir une place au Hall of Fame. Parce qu'au C'est une excellente analyse, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Parce qu'au bout du compte, finalement, la durée de Timac au sommet a duré plus longtemps que celle de Derrick Rose, mais par contre, ça n'a pas été que pour une équipe. Il était très fort avec le Magic, mais finalement, ils vont pas très loin. Après, il a été extrêmement fort avec Houston, mais ils vont pas très loin non plus. Mais pour autant, quand tu mets bout à bout tous ces moments-là, ça fait une période de temps plus longue que celle de Derrick Rose au bout du compte. Ah ouais, je suis assez d'accord. Je partage ton analyse. Autre question, Théo. Alors cette fois-ci, celle-là, elle est un peu plus simple. Tu connais l'émission First Take, évidemment, avec ses grandes gueules permanentes, Shannon Sharp, etc. Et Shannon Sharp, il met chaque troisième plus grand pivot de tous les temps.
all-time. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, faudrait voir, il le met derrière qui? Derrière Karim, Bill Russell et Bill Russell, ça? Tu sais ou pas? Derrière qui il le Alors, met? j'ai pas vu qui, Ouais. mais c'est soit, je pense que c'est Russell, je sais pas si c'est Russell et Wilt. Je vais te chercher tout de suite l'information, ou si c'est Russell et Karim. Je vais regarder ça en direct. Si c'est derrière Karim et Bill Russell, je trouve pas ça choquant. Je pense que c'est. Je pense pas qu'il puisse. Enfin, moi, je le place pas devant ces deux joueurs-là. Euh, Ouais, je pense pas que je le placerais devant ces deux joueurs-là. Au vu de son palmarès, hein, encore une fois, c'est pas une question uniquement de qui aurait battu qui en un contre un. Mais ça me choque. Je trouve pas ça choquant. Ouais. Si c'est Ouais, ça ça te le. Ouais. donc au-dessus de Hakim ou de personnages comme Ah, ça. d'accord. Parce que je sais Non, pas c'est ça. si la C'est ça. question Non, non, c'était non, mais est-ce la qu'il aurait. question c'était ça. Est-ce que tu le mets au-dessus d'Hakim Après, moi, Hakim Olajuwon, jusqu'à l'émergence de Jokic, c'est le pivot que j'ai préféré. Mais je pense quand même que Shaq est au-dessus sur le CV, en fait. C'est quand même plus de titres. Bien sûr. Euh, Ouais, je pense que je le mets devant Hakim, alors Oui, je que suis d'accord. j'adore Hakim. Mais oui, oui, troisième, ça me semble juste. Après, Will Chamberlain, ça reste pour moi l'un des joueurs les plus difficiles à évaluer, en fait, parce que déjà, c'était vraiment, littéralement une autre époque. Donc, bien sûr, on l'a pas vu jouer. Et il y a finalement ce double standard qui est hyper dur pour Wilt, où tu te dis, mais la différence de niveau entre lui et les autres est tellement dingue que Alors, c'est soit Wilt tu et te dis, bah, Karim. C'est Wilt et Karim pour Shannon Sharp. ah, En 1 et 2. ouais, non, je pense que Shannon Sharp devrait arrêter de s'intéresser au basket parce qu'il parle vraiment trop de basket depuis quelques années. Je vais pas ressortir la phrase de la Ball, là, de le fameux Stay in your lane, mais ouais, je pense que Shannon Sharp en est pas loin, quoi. Bon, et le jour où Stephen A. Smith a dit que au moment du tournoi universitaire, que aucun joueur de cette équipe de Villanova sera capable de faire une carrière en NBA. Quand il parlait de cette équipe, c'était celle avec Jalen Brunson, Michael Bridges, Josh Hart et Dante DiVincenzo. Moi, je voulais savoir quelle est la hot take la plus foireuse, Théo, de ta carrière de journaliste. La mienne. Ouais. Ça c'est une bonne question. Alors, la plus marrante, mais je vais la ressortir quand même, c'est qu'effectivement, je fais partie de ceux qui avaient pronostiqué qu'Anthony Bennett serait probablement rookie de l'année. Il faut savoir quand même que c'était l'une des drafts, alors les plus, on pourrait dire catastrophiques, mais en fait, il y a quand même Rudy Gobert et Giannis Antetokounmpo qui sont sortis de cette draft, mais pas du tout dans les premiers choix. C'était une des plus difficile à lire. T'as l'impression qu'il n'y avait pas de star dans cette équipe. Donc voilà, je me dis, bah, allez, Anthony Bennett. Donc ça peut être ça. On peut retenir ça contre moi. Je réfléchis, est-ce que j'ai eu une autre? Je suis pas trop un mec de hot tech, hein. Ou alors c'est moi qui ai dû oublier, vouloir supprimer de ma mémoire les conneries que j'ai pu sortir à droite, à gauche. J'y réfléchis. Il y a un truc sur lequel tu t'étais complètement planté, comme ça je réfléchis de mon côté. Bah, c'est il n'y a pas très longtemps, hein. J'ai dit, Putain, Boston, ça va pas être la même, hein, contre les Mavs, les gars. Là, vous allez voir ce que c'est, hein. Ils sont avec votre parcours à la con pour arriver en finale, vous allez en chier. Voilà. Si, quand même, j'en ai une autre quand même. Je me suis planté, mais sur Ben Simmons et sur sa capacité à rebondir à Brooklyn. Au moment du trade entre les Sixers et les Nets, j'étais persuadé que Brooklyn s'en sortait mieux parce qu'il récupérait un joueur plus jeune que les Sixers avec... voilà. Mais en fait, ils ont pas récupéré de joueur parce qu'il a quasiment pas joué malheureusement. Mais je me suis planté là-dessus. Bon après, James Harden, ça n'a pas été un succès à Philadelphie, hein, mais ouais, là-dessus, je me suis planté. Je pensais vraiment qu'on reverrait un très bon Ben Simmons sur le terrain. Et je sais toujours pas si ça sera le cas un jour. Moi, je me suis planté en pensant que Zion Williamson serait le visage de la NBA dans les 3 ans, 2-3 ans après 3 ans après son arrivée. J'en étais mais persuadé que Zion serait mais vraiment la tête de gondole, c'est-à-dire sa photo et tous les autres autour, quoi. Et Bah je ouais, ne t'es sais pas le même seul, pas hein. si aujourd'hui il serait sur la photo, quoi. Bah, ouais, bah, non, non, mais t'as raison. Et c'est vrai que là-dessus, on s'est tous plantés, hein. Au sujet des jeunes joueurs, tu vois, je me suis aussi planté sur Anthony Edwards. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout. Au début, je pense que j'ai pas du tout compris sa personnalité, en fait. Et je pensais que c'était une espèce de mec semi-idiot qui était juste un athlète. J'ai très mal lu la situation.
Et j'en suis ravi parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un des joueurs les plus kiffants à regarder. Mais j'ai un moment vraiment cru que ça serait jamais d'autre qu'un athlète qui pourrait pas assembler les pièces du puzzle pour devenir un grand joueur. Je me suis planté complètement là-dessus. Et on peut comprendre. J'aurais été un petit peu comme toi. Là, j'ai vu une photo de 4 joueurs qui ont porté un maillot auquel on ne s'attendait vraiment pas. Euh, et la photo m'a fait marrer et je voulais savoir ce que t'en pensais et à quel moment tu te souviendrais d'une chose comme ça et quel est finalement le maillot dans lequel tu te souviens le plus de ce joueur. Allen Iverson à Memphis, Dur. T-Mac qui porte le numéro 3. Est-ce que tu sais où il a Aux porté le Spurs? numéro? Non, Non? New Onyx. York? Ouais, Ouais. Onyx. Chris Middleton qui aurait porté le numéro 32 Détroit, à du coup? Détroit. Ouais. Et le nouveau coach des Lakers qui a porté le numéro 5 Attends, ça doit être quoi, aux Pelicans? à Milwaukee. Milwaukee. Ah oui, c'est vrai. C'est Voilà, vrai qu'il a donc fini une demi-saison, ouais. donc je suis rassuré que c'était comme moi. Ouais, ouais. Le fait de voir JJ Redick, il a fallu que je zoome sur la photo en disant mais attends, ça c'est bien JJ Redick avec un maillot. Alors le maillot en plus, tu sais, celui qui avait le surf qui remontait sur l'épaule, donc absolument Magnifique. dégueulasse. D'ailleurs, merci bien à la NBA a déjà commencé à teaser les maillots City Edition ou je sais pas quoi de certaines équipes. Et ça sent encore la pitouze au niveau 1 des tarifs et 2 au niveau du look, notamment celui des Warriors, là, tout noir avec une écriture en jaune que je pense que mon fils de 2 ans aurait pu faire la même. Mais voilà, non, non, c'est vrai qu'il y a des joueurs, alors on en a parlé, il fallait oublier les Pat Ewing à Seattle et les Hakim à Toronto. Mais voilà, JJ Redick aux Bucks, j'avoue que c'était une surprise. Oui, c'est clair. En fait, j'avais complètement oublié. Et c'est en l'entendant parler dans un de ses podcasts en cours d'année là, que je me suis rappelé qu'effectivement, il a fait une fin de saison, ça. Il a dû être tradé durant sa dernière saison et finir l'année aux Bucks avant de re-signer aux Clippers. Ouais, aux Mhm. Clippers, je pense. Mais j'avais complètement oublié ça, ouais, carrément. Steve Kerr a dit qu'il voulait, il espérait il souhaitait désespérément le retour de Klay Thompson aux Warriors. Déjà, faisable, pas faisable, c'est pas la question. La question, c'est quelle est pour toi la déclaration la plus faux cul que tu aies entendue de la part d'un d'un entraîneur ou d'un joueur à l'intersaison? C'est des excellentes questions, ça. La plus faux cul. Ou la plus foireuse de toutes, quoi. Alors attends. C'est dur avec l'âge parce qu'on perd la mémoire, hein, mais oui, oui, il doit en avoir un paquet. La plus. Tac, 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 je réfléchis. Bon, là, on a parlé déjà celle de JJ Redick tout à l'heure, là, c'était assez marrant, même si je lui souhaite de réussir aux Lakers. D'un coach, attends, je réfléchis D'un vraiment. coach ou d'un joueur, hein, peu Ou d'un importe. joueur. Alors, sur les joueurs, c'est dur, hein, parce que c'est tout le temps quasiment toutes les conférences de presse, t'as l'impression, où les mecs disent, là, on va prendre un match après l'autre, tout se passe bien, etc. Euh, Mais à l'intersaison, c'est- voilà, un c'est- truc qui a été de dit, l'intersaison. voilà, comme ça, Ah ben, Steve si, Kerr je qui dirais. dit, alors qu'on sait très bien qu'il veut pas désespérément le retour de Klay Thompson pour pouvoir reconstruire derrière, et que si ça peut lui permettre de choper un Paul George, je pense qu'il va pas se gêner. Bah, c'était pas l'intersaison, mais Kyrie Irving qui promet aux fans de Boston qu'il va finir sa carrière là et il a qu'un espoir, c'est d'avoir son maillot retiré au plafond. Après, bon, est-ce que c'est faux cul ou est-ce que c'est maladroit de s'engager sur des choses comme ça quand tu sais pas de quoi demain sera fait? C'est toujours compliqué. Non, il y a ça. Et sinon, quand même, le cirque, quand même, les Clippers qui ont convaincu Blake Griffin de re-signer avec eux pour un tarif de ouf, qui a fait toute une présentation en accrochant son maillot en haut de la salle pour finalement le trader 6 mois plus tard. Ouais. Je pense que c'est ça le pire. Je pense que c'est ça le. Même si c'était un bon move de la part des Clippers, c'est vraiment sale, quoi. Ah ouais, non, je suis très d'accord avec toi. Ça, là, c'est ce que j'avais en tête, moi, Ok. ce move-là. Après, il y a eu un paquet de moves un peu dégueux, mais les pauvres joueurs, maintenant, ils ont dans leur logiciel le fait de dire bah, c'est un business, c'est comme ça. Mais les deux vidéos de D-Rose et Asia Thomas qui font un documentaire sur eux, qui sont chez eux et qui ont un coup de téléphone et qui prennent le coup de téléphone, et t'entends D-Rose pleurer et tu vois Asia Thomas pleurer parce que voilà, et qui parle de la scolarité de ses gosses, de machin, de comment c'est possible et tout.
Oh, ça m'avait brisé le cœur, quoi. Et tu te rendais Mm. compte que ça doit pas être très simple. On l'a vu avec Nicolas Batum récemment, hein, qui lui avait dit combien il était heureux d'être à LA, dans la ville de Los Angeles et d'être aux Clippers, et qui du jour au lendemain se prend la foudre et finit aux Sixers, où il a plus que brillé, il s'est encore plus épanoui qu'on l'aurait cru. Mais voilà, ouah, qu'est-ce que ça doit être compliqué, hein. Ouais, c'est clair. Bah, dans le même cadre, ce qu'on parlait de JJ Redick quand il était aux Pelicans, là où le GM lui a expliqué qu'il y avait des chances qu'il soit tradé. Et JJ Redick lui dit: ouais, mais par contre, moi, je veux retourner sur la côte Est, parce qu'il y a toute ma famille là-bas. Et le GM qui dit: ouais, pas de problème, t'inquiète et tout, on va s'occuper de toi. Et direct, il a été tradé à Dallas. Vas-y, fais New York-Dallas pour aller jouer tes gosses le week-end. Paye tes déplacements, quoi. Mais ouais, d'ailleurs, il en avait parlé après de manière assez amère, hein, sur. Ce genre de choses, c'est vrai que ça doit être dur, on se rend pas compte, hein, mais quand tu es habitué à penser que si quelqu'un te dit les choses en te regardant dans les yeux et en te serrant la main, c'est qu'il y a un fond de vérité, et te rendre compte que c'est tout un business qui est basé sur le fait que ce soit jamais ça, ça va pas être simple, quoi. Et si pour cette intersaison, tu avais un truc improbable qui devait arriver, mais genre une news qui tombe et qui fait que limite le site de basket session, tu vois, se met en rade tellement les gens viennent voir. C'est-à-dire une bombe absolue, même irréalisable, hein. C'est-à-dire, pour toi, quel serait le truc le plus fou qui pourrait arriver à cette intersaison? On ne parle pas d'histoire de contrat, de Mm. salary cap, de luxury tax, de machin. Un truc vraiment, là, tu vois l'info, tu restes interdit en te disant, mais quoi? Allez, je vais taper dans le domaine de l'impossible, mais alors, j'allais dire un fax, un mail avec marqué I'm back, signé Kobe Bryant, et Kobe qui sort de la DeLorean. Comme il y a une photo là qui tournait où il avait dû, je sais pas, il y avait une réplique de la DeLorean et tu le vois ouvrir la porte là. Je pense que ça serait ça ferait cracher Basket Session à coup sûr, ouais. À coup sûr. Ça, c'est sûr qu'on a combien de fois on a. Je me rappelle être resté mais ouais, des heures parce que je regardais les chaînes d'infos en boucle ce foutu 24 janvier là et je me disais, mais il va sortir de l'hélico, c'est pas possible. Mhm. Il va sortir de l'hélico, il va même le soulever l'hélico, l'envoyer à l'autre bout de peut-être avec un peu de chance sur la maison des Kardashians, et puisque c'était à côté. Mais putain, c'est vrai que ça serait cool. Même pour moi qui était, encore une fois, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai jamais été vraiment un fan de Kobe, mais ça reste une des news de sport euh, qui m'ont le plus marqué, ou comme tu disais, enfin, j'étais un peu dans le déni pendant une journée, me dire non, c'est juste, c'est pas, c'est impossible, quoi. C'est de pas vouloir y croire, quoi. Tu vois, de te dire, c'est juste pas possible, c'est trop fou pour que ce soit vrai. Ouais. Mais ce Et qui tu- était curieux, et je sais pas si tu t'en rappelles, c'était, moi, tout de suite, c'était cette impression combien ça allait impacter une ligue où il n'était plus. Hmm, Tu vois, où je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais comment les Lakers, mais comment ils vont jouer? Et alors que ils faisaient plus partie de la ligue déjà depuis 4 ans, je crois. Et c'était curieux. Et on s'est rendu compte de la manière dont ça l'a impacté. Ça a impacté le All-Star Game avec les nouvelles règles, ça a impacté les joueurs, ça a impacté ouais, plein de choses. Et encore aujourd'hui, et ça avait mis en plus même inconsciemment un coup de projecteur sur le basket féminin, le basket complètement. des jeunes femmes, des plus jeunes en plus. Euh, voilà. Ouais. Ouais, donc bah, voilà. Un petit mail, I'm back, ce serait Est-ce beau. qu'à l'intersaison, tu attends une scène Malice at the Palace en WNBA? C'est bien possible, hein. Non, non, je plaisante. Non, ça ira pas se battre dans les tribunes, mais c'est une ligue où ça joue dur, hein, chat, et arrête pas Oh de le la vache. rappeler, et tu regardes les matchs, c'est clairement, hein, ça blague pas. Mais moi, on parlait de l'intersaison, parce que c'est la fin des matchs NBA, mais il va y avoir encore plein de basket entre Summer League, la WNBA, les préparations pour les Jeux Olympiques, puis les Jeux Olympiques. L'été va être riche en basket, et c'est cool de voir tout l'engouement qu'il y a autour. On en a parlé à plusieurs reprises avec toi, Pierre, mais tout l'engouement qu'il y a autour de la WNBA, c'est assez kiffant, ouais. Et puis si vous savez pas quoi faire pendant l'été, ben, vous prenez le MOOC The Defense qui a été réédité là en version augmentée, premium, etc. Et ça va vous occuper déjà une bonne partie de vos soirées. Et si vous avez pas vous avez fini avec celui-là, ça m'étonnerait que vous ayez lu tous les précédents. Donc précipitez-vous pour vous faire
votre programme de lecture avec les MOOC Rivers. Théo, qu'est-ce qu'on va passer à nos rubriques? Quel Ouais. serait ton coup de cœur de la semaine? Alors mon coup de cœur, écoute, je vais faire presque un bis repetita parce que je vous ai parlé il y a plusieurs semaines de cette collaboration d'un album commun entre Common et Pete Rock. Et depuis, c'était à l'occasion du premier single qui était sorti, Wise Up. Depuis, ils ont sorti 2 morceaux et je me suis pris 2 nouvelles claques. Donc le deuxième morceau, c'est Dreaming, et le dernier qui est sorti donc en milieu de semaine, qui s'appelle All Kind of Ideas. Je me suis pris gif sur gif. Je me demande à quoi ressemblait l'album. Tu sais, c'est un peu dur parce qu'en fait, quand à notre âge, quand t'as 2 icônes qui se réunissent pour faire un album ensemble, j'étais tellement sûr d'être déçu, tu vois, je m'apprêtais tellement déjà à devoir me convaincre moi-même, à me dire non, pas si mal quand même, il y a le morceau 3 et ça va, et puis le 15 quand même, il y a le refrain, il est cool, tu vois, tu vois, quand t'essaies de rester positif. Et en fait, c'est tout l'inverse, je me suis pris 3 gifles monumentales, donc je vous mets les liens en description. Et maintenant, j'attends plus que ce que l'album sorte. Et l'album, ce qui est cool, c'est que ça s'appelle Auditorium Volume 1, si j'ai bien compris. Donc c'est-à-dire qu'il y aura peut-être un volume 2 et enfin, j'ai déjà hâte de découvrir le 1, mais enfin, je m'attendais pas du tout à une telle collaboration ni à me prendre de telles claques, donc c'est mon gros coup de cœur de la semaine. Ouais. C'est pour ça que tu prends les Harden, parce que c'est volume 1, 2, 3, 4. Voilà, C'est pour exactement. ça. 62, C'est exactement. parce que tu Ouais, sais c'est qu'il va y ça, avoir le volume suivant. exactement. Oui, c'est Et vrai toi, Pierre, qu'on ouais, vas-y, on pardon. l'attend avec grande impatience et on a discuté en antenne tous les deux. Il y avait un disque qu'on a bien aimé aussi, mais peut-être un peu inégal, même s'il y a des fulgurances absolues. C'est l'album d'Enix Worries qui s'appelle Yes Load, qui est sorti il y a une dizaine de jours, où donc on l'attendait avec impatience. Il y a des beaux featuring dessus. Et alors c'est assez marrant parce que Anderson .Paak, donc qui est sur à peu près tous les featuring de tous les albums, maintenant c'est lui qui choisit ses propres featuring, donc avec des gars qui sont à peu près sur tous les albums des autres, Thundercat, Ray Khalil, etc. Mais je voulais savoir ce que tu en avais pensé, parce que beaucoup de gens trouvent que c'est un des disques de l'année. Il y a 19 tracks dessus. Je trouve que les 4 ou 5 premiers, tu te dis c'est l'album de l'année, il y a même ouais, de ces 2-3 dernières années. Et puis je trouve que ça s'essouffle un petit peu, ça revient mieux à la fin, mais il y a quand même ouais, un bon tiers du disque qui serait évitable. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé à la première écoute. Il y a quelques morceaux, comme je t'avais dit, là, qui m'avaient pas trop tapé dans l'oreille. Après, c'est un petit peu, je trouve, à l'image des beat tapes de Knowledge que j'adore. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce producteur. Mais quand tu regardes ces albums instrumentaux, c'est des morceaux de 2 minutes, même parfois 1 minute 30, ça passe. Je sais pas, il y a 45 morceaux par album. Et tu sens que c'est un petit peu le modèle en fait de cet album. Effectivement, 19 morceaux, ça fait beaucoup. Les morceaux sont jamais très longs. Mais par contre, donc c'est ça, c'est que les bons moments, c'est vraiment Ouais, excellent. Moi, je suis bluffé un peu par, tu sais, quand Anderson .Paak rappe, je trouve que c'est un excellent rappeur. Il a vraiment du charisme, du flow et tout. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé. Après, pour être honnête, j'ai pas eu le temps de m'y replonger à fond. Je pense que c'est aussi peut-être ce type de disque en fait qui mérite d'être écouté sur la longueur en fait. Mm. Et voilà, donc tu peux peut-être plus percevoir les nuances au fur et à mesure. Effectivement, je pense qu'un album plus resserré aurait été plus impactant, mais ouais, tout le début là, sur les 4-5 premiers morceaux, comme ce que tu dis, putain, il est monstrueux ce disque. Je trouve que c'est plus, tu vois, tu disais par rapport à Knowledge, etc. Et je suis d'accord avec toi sur cette analyse, mais je trouve que du coup, ça ressemble plus à un disque d'Anderson .Paak. Voilà. Par rapport Mm. à, par exemple, à Malibu ou choses comme ça, je trouve que ça ressemble plus à un disque d'Anderson .Paak qu'à un disque de ce projet Next Worries qu'il faut aller suivre, hein. Et allez écouter l'album, dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous l'avez trouvé assez égal dans son ensemble, ou si 19 tracks, en effet, c'est un peu beaucoup, ce que je trouve. Bon, un disque à 12, déjà, c'est pas mal. Et puis ouais, par contre, ouais, non, mais en fait, c'est pas spécial à l'album, mais je suis toujours bluffé quand même par la largeur de registre d'Anderson .Paak. Mm. Et on le voit bien par la diversité des invités aussi qu'il y a sur ce disque. Tu disais, ouais, il y a Thundercat, il y a Snoop, il y a, je sais plus, il y a Earl Sweatshirt. Enfin, c'est assez fou, je trouve, le nombre de Ouais. personnes très différentes qui peut arriver à rassembler au bout du compte. Moi, mon coup de cœur cette semaine, alors, comme toujours, j'ai des bouquins à vous montrer, et puis surtout, il est sportif, puisqu'il y a là, vous voyez cette émission dimanche, donc c'est aujourd'hui qu'a lieu un tournoi à Marseille qui s'appelle On My Court, dont Rivers est partenaire.
Et ce tournoi de My Court, donc, c'est un événement urbain à la manière du Quai 54, dont les organisateurs, les jeunes qui organisent ce tournoi se revendiquent de l'héritage. En plus, c'est des cousins éloignés d'Amadoun, Thibaut, etc. Mais voilà, c'est toute une journée qui se passe dans le 10e arrondissement sur des playgrounds avec, il y a des gradins, il y a à peu près, l'année dernière, il y a 1 200 personnes qui sont venues assister à tout ça. Il y a de la musique, il y a des DJ, il y a même un défilé de mode qui va avoir lieu en fin de journée. Il y a une after party avec les DJ de la Funky Family, etc. Donc, du beau monde, évidemment, sur place. Mais voilà, je voulais un coup de cœur pour ça parce que j'ai eu le plaisir de les rencontrer, de les interviewer, d'aller à la conférence de presse de présentation, puisqu'ils ont le soutien de la mairie de 9e, 10e arrondissement de Marseille, qui donc croit à ce projet-là. Ils sont pleins de bonne volonté et ils ont commencé à faire des teasers qui sont de belle qualité. Concours de dunk, concours à 3 points. Le niveau, c'est minimum N2, donc ça veut dire qu'il y a du niveau aussi. Et je trouve ça génial de prendre le pari de créer ça sur Marseille, qui est, on le sait, pas une ville de basket et qui malheureusement a cette réputation qui est prouvée, mais on veut prouver aussi que ça peut être le cas. Donc voilà, un bel événement. Si vous êtes dans le sud, ça s'appelle On My Court, ça a lieu, c'est gratuit, c'est dimanche de 11h à 19h à Marseille, dans le 10e arrondissement. On vous mettra en description leur petit teaser et leur réseau. Donc, et puis si vous n'y êtes pas, on vous partagera un petit peu la journée, on vous enverra 2-3 petites vidéos pour vous donner envie de venir. Mais voilà, donc félicitations à eux. Je me suis replongé parce que quand on s'ennuie, on a envie de se replonger dans des vieux trucs. Je regardais des vieilles finales. Voilà, je me suis replongé dans Calvin et Hobbes, qui est pour moi le comics le plus génial du monde et de l'univers, qui ne se démode jamais, un petit peu comme un Mook Rivers. Donc j'ai mis la main sur l'intégrale en anglais. Il y avait une intégrale aussi en français qui était sortie avec des tranches que si vous les ajoutez, ça fait Calvin et Hobbes dessus. Et donc, je me suis ressorti celui-là. C'était le catalogue de la seule expo qu'il y avait eu où Bill Watterson était venu. Donc, avec une partie en noir et blanc en VO et une partie en français en couleur. Et voilà, c'était chouette de mettre Calvin et Hobbes en couleur là-dessus. Et surtout, la particularité de ce Bill Watterson, c'est d'avoir toujours de refuser encore tout produit dérivé autour de ces personnages. Et ça, en 2024, c'est complètement fou. Donc, c'est pour ça. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est vrai que j'ai jamais vu un mug avec Calvin et Hobbes ou C'est un exactement ce t-shirt. que je me disais. Et imagine le carton s'ils vendaient Hobbes. Mm. Et voilà, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu de produit licencié sur ce truc-là. Alors, vous pouvez toujours trouver des choses faites en travers, mais voilà, il a toujours refusé le moindre personnage, la moindre figurine. Si vous étiez de cette génération, vous avez eu des Barbapapa, des Schtroumpfs, j'en sais rien, ou tous ces trucs-là, ces petits personnages. On n'a jamais eu de Calvin, de Hobbes, de Suzy ou de tous les personnages. Mais on ose imaginer que quand on voit tout ce qui s'est passé, par exemple, avec les Simpsons, ce qui aurait pu se passer avec Calvin et Hobbes, il y aurait eu un parc d'attractions Calvin et Hobbes, j'y serais allé en courant. Et un autre gros coup de cœur, si vous voulez lire un livre extraordinaire, c'est Perpendiculaire au Soleil, qui est un projet absolument formidable. C'est en 2016, c'est Valentine Cuny-Le Calais qui entame une correspondance avec Reynaldo McGurf, pardon, qui est condamné à mort pour un meurtre commis à l'âge de 18 ans dans les prisons américaines. Donc voilà, c'est leur correspondance mise en texte, mais mise également en dessin. C'est bouleversant, c'est hautement philosophique, c'est des vraies conversations qui ont eu lieu, et à tel point que à la fin du livre, vous avez même la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir les coordonnées de ce condamné pour pouvoir entrer en contact également avec lui et lui aider à passer un peu de l'ombre et lui donner un peu de lumière parfois. Donc voilà, ça s'appelle Perpendiculaire au Soleil. C'est une merveille, c'est à voir dans toutes les bibliothèques parce que ça, on n'en ressort pas le même quand on lit ça. J'imagine, je connaissais pas du tout ce projet. C'est un magnifique projet qui a gagné des prix d'ailleurs. C'est chez Delcourt. Ok. Voilà. Voilà. Tu veux qu'on passe aux reliques? Moi j'ai un petit coup de gueule là, j'ai vu un Ah, truc absolument dégueulasse sur Netflix, un documentaire sur les DCC. Est-ce que c'est ce que c'est que les DCCs?
Les DCCs? Ce sont Non. Les Dallas Cowboys Cheerleaders. Il y a une série qui est sortie sur Netflix, un petit peu à la OK. manière de tout ce qu'on voit en ce moment, tu sais, quand on accompagne voilà, donc c'est tout le processus de, des castings, des auditions. Ça aurait pu être un truc fascinant parce qu'on se rend compte que les cheerleaders dans le Texas où le football est roi, ce sont des jeunes femmes qui ont une responsabilité auprès de la communauté complètement folle, c'est-à-dire que ce soit des enfants de 10 ans, elles font la tournée des écoles, elles font la tournée des entreprises, elles font la Ah bon? tournée des maisons de retraite, etc. Et elles s'appellent les America's Sweetheart. Tu sais que c'est les Dallas Cowboys, c'est America's Team Mmh. dans leur surnom, et là, elles s'appellent American Sweetheart. Sauf que, donc c'est une série en 7-8 épisodes, sauf que eh ben, c'est pas du tout comme ça qu'ils présentent le truc. Ils présentent ça comme des objets un petit peu, il faut qu'elle soit belle, juste qu'elle soit belle. Bon, ça aurait pu être un truc parce on ne se rend pas compte le degré de compétences et les athlètes que sont ces jeunes femmes depuis toujours, hein, puisque enfin, faut voir les auditions que c'est. Hein. Je pense que c'est même plus facile presque d'être danseuse de Beyoncé que d'être cheerleaders aux Dallas Cowboys, tu vois. C'est des dizaines de milliers de, de candidatures. Il y a des rookies, tu peux pas faire plus de 5 ans, donc tu as les relations entre les anciennes, les vétérans etc. Donc ça aurait pu être passionnant. Malheureusement, ils te mettent au milieu de tout ça, la religion, c'est sirupeux à souhait, c'est bien dommage. Et il y a des moments intéressants, mais vous pouvez passer, etc. Mais les scènes où elle danse, où elle se prépare et où on voit la complexité de la chose, des sélections et tout. Ça, c'est passionnant parce qu'on te rend compte, c'est des athlètes de haut niveau. Et pour ça, c'est vraiment passionnant. Mais coup de gueule parce que à la fin, c'est une t'as l'impression de regarder une télé-réalité. Voilà, c'est fait de manière un peu débile. Mais en plus, tu as 2 anciennes, deux anciennes danseuses qui sont là, qui les chapeautent. On dirait Geneviève de Fontenay avec les Miss, sauf que les Miss, elles sont à la limite, Geneviève de Fontenay, c'est le chantre du féminisme le plus moderne qui soit, tu vois, pour te dire par rapport aux autres, où elles sont scrutées, leur régime, il y a des photos qui sont prises pendant les matchs, s'il y a un truc qui va pas, après les maquillages sont débriefés, bon, c'est assez terrible à regarder parce qu'elles sont un peu brisées, ces jeunes filles. Mais voilà, ça s'appelle America's Sweetheart si vous voulez regarder ça. C'est dans les documentaires, ils mettent ça dans les documentaires sportifs et malheureusement, on n'en voit pas assez. Mais du coup, le documentaire en lui-même, il est fait comme de manière un peu critique pour montrer tout ça Pas ou du tout! c'est... Non, Pas c'est du ça, c'est ce tout, que tu pas dis. du tout. C'est D'accord. vraiment ah non, non, c'est pas du tout une dénonciation de ce système, même si, on se rend compte non, 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 c'est vraiment à la gloire de l'Amérique, tu as des gars qui arrivent, qui font le tour du stade, qui sont dans les vestiaires et on les amène donc parce qu'elles ont leur propre vestiaire, comme les joueurs avec leurs photos au-dessus de chacun de leurs OK. lockers, tu vois? Et cetera. Et donc le mec fait le tour, un espèce de vieux Texan avec que des gars ZZ Top, tu vois, les gros Trumpistes avec leurs casquettes rouges et tout, qui sont là. Alors, laquelle vous trouvez la mieux? Oh, elle est mieux. Alors, mettez-vous devant celle que vous préférez, prenez la même pose qu'elle. Et tu vois, ces gros qui sont là. Ah ouais, non, c'est à gerber. C'est à gerber. C'est à gerber. C'est à gerber. Et puis, tout est là, tu vois. Elles sont un petit peu seules, elles n'ont pas le temps d'avoir. Et donc, c'est tout autour de la religion, de ce machin, de ces dieux qui leur viennent en aide. Et ça peut être bien fait, notamment, on en parle de religion dans Last Chance University, où ils ont un rapport fort là-dessus. Mais là, tout est au premier degré. Et c'est très, très dommage. Et en effet, c'est pas du tout critique. Hmm. Voilà, c'est une sorte de télé-réalité sur ça. Mais alors, par contre, quand ça performe, enfin, on a tous vu les cheerleaders dans les salles américaines et leur pouvoir fascinant, hein, les Nick Dickinson. Moi, j'avais amené ma fille au Garden et le premier truc qu'elle avait voulu faire, c'était se prendre en photo avec les cheerleaders Ouais. qui sont vraiment, vraiment des athlètes de haut niveau. Bon, bah écoute, non, j'avais pas... Tu vois, j'étais passé au travers de ce On peut s'en documentaire, passer, mais... c'est On pas peut s'en grave. passer très bien. Ne te retourne pas. On enchaîne avec les reliques, du coup. Allez, Qu'est-ce que t'as de côté, Pierre? bah, c'était le Quai 54 la semaine dernière, Oui. j'avais sorti pour moi une des plus belles paires de sneakers du Quai. C'était une Jordan 13 Low
voilà, ce modèle-là, parce que j'avais trouvé le pattern. Alors, ils ont toujours des super patterns, le Kei, mais celui-là, je l'avais trouvé absolument, absolument magnifique. Bon, on ne présente plus ça, et surtout, c'est une chaussure tellement confortable à 13. Et je me suis toujours dit que ça devait être, quand tu organises un événement, quand même un sacré kiff de voir ton logo sur ce genre de pastille, sur ce type de chaussures. Ça doit être quand même, à chaque fois que Thibaut, Almami, etc., doivent ouvrir la boîte que leur envoie Jordan Brand et qui découvrent leur design, ça doit être un kiff pas possible. Donc voilà, c'était ça, la relique de ce modèle qui doit dater de 2013, je pense. Ça doit être cette édition-là, ouais, c'est ça. Ok. Bah oui, très, très bon. J'avais pas du tout fait attention justement au pattern là, que tu montrais sur le côté, là. C'est Ouais, il est très joli. hyper Ouais, classe, ouais. ouais, très très classe. Bah écoute, moi c'est un livre que j'ai prévu de sortir. Alors tu sais, dans les livres sur le graffiti, en fait, il y a des livres qui sont considérés comme des bibles, un petit peu, ou du moins voilà, des classiques. Il y a bien entendu Subway Art. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe, hein, d'ailleurs, mais à ma connaissance, je pense que c'est le premier livre vraiment dédié au graffiti sous cette forme-là, graffiti qu'on peut relier à la culture hip-hop, donc sur le graffiti à New York, qui avait été suivi quelques années après le travail de Martha Cooper et Henri Chalfant, bien entendu, les photographes de grand renom qu'on connaît, qui avait été suivi quelques années plus tard par Spray Can Art, avec toujours Henri Chalfant, mais cette fois-ci avec James Prigoff, et dans lequel on pouvait retrouver des pages sur le graffiti parisien notamment, et des graphes de Motu. Et ensuite, le troisième, si je me trompe pas, c'est ce livre, Paris Toncar, livre français sur le graffiti en France, et notamment là encore sur le graffiti parisien. Un livre, moi, qui est donc paru en 91, livre de Tarek Ben Yaklef et de Sylvain Doriat, qui, moi, m'avait mis une gifle monumentale, parce que même si je voyais bien les graffitis qu'il y avait le long de ma ligne de RER ou parfois dans Paris, eh ben, j'avais pas vu tout ce qui pouvait se faire sur le métro. Moi, j'habitais en banlieue, j'habitais pas dans Paris, donc il y a tout un tas de choses qui se passaient dans le métro que j'avais pas vu. C'était vraiment un livre, pour moi, qui est un livre culte, que j'avais trouvé très bien fait à l'époque, avec plusieurs époques aussi du graffiti représenté, des pionniers un petit peu comme les BBC, Motu et compagnie, jusqu'à ce qui pouvait se faire de plus récent à l'époque du côté de Nasty ou des PCP. Eh bien, ce livre qui était, et Bondo aussi bien sûr parmi les pionniers, ce livre qui avait jamais été réédité est réédité cette année pour la première fois, par l'éditeur, du moins par l'auteur originel, Tarek Ben Yaklef. Donc je vous mets le lien voilà, dans la description. Mais voilà, c'est vrai, il était complètement épuisé, introuvable. Moi, c'est la version d'origine que j'ai, qui m'avait été léguée par mon pote Nico, qui me l'avait gentiment donné au moment où il devait déménager. Donc je l'ai pris avec grand plaisir, tellement il nous avait marqué ce bouquin-là. Mais voilà, si vous aviez raté ce livre à l'époque, ou que vous êtes intéressé par le graffiti et que vous voulez savoir un petit peu ce qui se passait dans les années, donc c'est 87 à 91 dans le graffiti parisien, voilà, une occasion de rattraper son retard ou de combler un petit peu sa bibliothèque. Eh bien, je vais faire ça, car moi, ma bibliothèque n'est pas comblée au niveau graffiti. Je suis Moi non une plus. vraie nouille. Par contre, Martha Cooper, si vous connaissez pas Martha Cooper, elle est une des plus grandes photographes de l'histoire, enfin, de l'historique du mouvement hip-hop en tout cas. Donc, si vous la connaissez pas, tapez Martha Cooper sur Google tout de suite et vous allez faire ah, ok, parce que vous allez voir forcément des clichés que vous connaissez. Et elle ne s'est pas attachée qu'aux photos de rue, de groupes de b-boy, etc. Elle s'est attachée à l'ensemble de la culture, et c'est pour ça qu'elle avait sorti ce livre sur l'art, sur les métros à l'époque, parce que le graffiti est un des piliers de la culture hip-hop. Absolument. Le mot de la fin parfait pour Pierre Armand cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Ah bah évidemment, nous on est là, hein. L'été, pas l'été, on a dit qu'on fallait trouver des occupations pour pas s'emmerder pendant l'été. Hoop Culture en est une excellente, les amis. Absolument. Et puis voilà, bah, n'hésitez pas à nous dire comment vous occupez votre été. Encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, il y a la WNBA, il y a les matchs de préparation, il y aura du basket à regarder et du basket à pratiquer, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais ce qui est dur, c'est que c'est le moment aussi où les créneaux d'entraînement s'arrêtent, où les gymnases, pour une raison C'est ça. franco-française incompréhensible, sont fermés, alors que c'est le moment où plus de gens auraient l'occasion de s'en servir. Donc il faut arpenter un petit peu le bitume pour trouver des terrains où jouer, en espérant qu'il pleuve pas. Mais toi, tu connais pas ce problème, Pierre, mais sache qu'en région parisienne,
même l'été, on est sûr de rien. Donc voilà, si vous avez des... Ici, tu veux jouer au basket, c'est déjà à partir de 21h parce qu'avant, sinon tu finis comme un lézard sur un mur, c'est-à-dire séché Séché. comme un escargot moi, en été, tu vois, que tu as oublié au soleil. Donc là, tu joues pas forcément. Mais donnez-nous aussi des idées, si vous le souhaitez, qu'on fasse de thèmes pendant cet été, puisque Ouais, l'actualité NBA s'est arrêtée. Donc si vous voulez qu'on développe des trucs, c'est avec grand plaisir. exactement. Bah écoutez, passez une super fin de week-end. On vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Et puis bien sûr, toute la semaine, si vous voulez parler de basket avec Shai, Antoine et toute l'équipe, vous savez où nous trouver. Ciao à tous! Salut!